Bonjour Jean-Pierre Filiu. Bonjour. Merci d'être sur RFI ce matin. Un historien à Gaza, c'est votre témoignage, le récit de votre séjour à Gaza durant un mois, du 19 décembre 2024 au 21 janvier 2025. Ce récit, vous l'ouvrez par ces mots « Rien ». Rien ne me préparait à ce que j'ai vu et vécu à Gaza, rien de rien. Vous diriez que vous avez vu et vécu l'inimaginable ? L'inimaginable, tout à fait. Et, le défi était de mettre des mots sur l'innommable. Et ce livre s'efforce de nommer de la manière la plus simple, la plus précise, la plus neutre, malgré l'ampleur de la tragédie, ce qui se passe à Gaza et qui, littéralement, dépasse l'entendement. Pourquoi vous, le professeur, l'historien, avez-vous tenu à vous rendre dans la bande de Gaza en guerre ? Parce que je ne supportais plus de regarder ce drame de loin, je ne supportais plus à titre humain, mais je sentais aussi que comme universitaire, comme chercheur, je perdais pied face à une réalité qui était en train de se transformer de manière aussi violente, aussi brutale, aussi systématique. Et c'est seulement sur place, malgré toutes les informations, documentations, photographies, statistiques que j'avais, que j'ai pu prendre réellement la mesure d'une telle démolition, de tels ravages. Et la mesure, vous la prenez dès les premières minutes de votre voyage, dès votre arrivée de nuit dans la bande de Gaza. Vous comprenez que vous ne pourrez plus reconnaître ce territoire que vous connaissez tant pourtant. Vous avez perdu quasiment tous vos repères. Il m'a fallu plusieurs jours, en effet, pour retrouver ces repères, me situer, à la fois du fait de la destruction méthodique des centres urbains, mais aussi de cette mer de tentes, au sens propre, dans la zone dite humanitaire, bien mal nommée, où plus d'1 million de personnes, peut-être 1,5 million, étaient concentrées sur quelques dizaines de kilomètres carrés, entre les dunes, la mer et tous les espaces vacants qui avaient été systématiquement occupés. Donc vous ne reconnaissez rien de ce territoire que vous arpentez depuis plus de 40 ans, depuis 1980. Voilà, et je vois aussi, j'entends surtout de la part de ces femmes et de ces hommes des récits à la fois pudiques et glaçants, parce que l'ampleur des traumatismes, des pertes, des deuils est juste vertigineuse. Ouais. Vous racontez notamment comment, le jour de Noël, vous vous rendez à Ragnounès. Et là, je chavire, écrivez-vous. Je chavire à la recherche de repères, aujourd'hui pulvérisés, vacillant entre les cratères béants et les amoncellements de décombres. Et vous concluez, si gît la ville de Ragnounès. Oui, une ville disparue, une ville qui a été fondée au XIVe siècle, qui était un carrefour commercial, un khan, un caravansérail, une ville vibrante d'énergie, d'échange, et plus rien, plus que ces ruines avec des gens qui survivent au milieu des décombres. J'ai beau avoir fréquenté par le passé quelques théâtres de guerre, de l'Ukraine à l'Afghanistan en passant par la Syrie, l'Irak et la Somalie, je n'ai jamais, au grand jamais, rien expérimenté de similaire. C'est l'une des phrases que l'on retient aussi de votre récit. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans la situation de la bande de Gaza, Jean-Pierre Filiu, et vous pouvez le dire, vous, en tant qu'historien et en tant que témoin? C'est qu'on est face à une catastrophe de la main de l'homme. Ce n'est pas un tsunami, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est un acharnement méthodique pendant maintenant plus de 600 jours contre un territoire très limité, 360 km², où on a, avec système, avec brutalité, détruit ce qui en faisait un espace de vie. Et ça, effectivement, je n'ai jamais rien expérimenté de comparable. Oui. Acharnement méthodique, système, vous entendez certains parler de génocide. C'est un mot que vous vous refusez à employer. Pourquoi ? Je préfère utiliser l'expression de guerre inhumanitaire qui me paraît correspondre au caractère unique d'un tel acharnement parce que l'offensive israélienne
instrumentalise, militarise l'assistance humanitaire comme jamais. On le voit avec le scandale actuel de ces soi-disant distributions à l'ombre de mercenaires américains, et parce que les traitements inhumains sont infligés à cette population de manière continue, de manière systématique, ont été banalisés, et cette inhumanité-là, je crois, caractérise le conflit en cours. Au mépris des lois de la guerre, car les lois de la guerre existent. Les lois de la guerre existent, elles sont codifiées, elles doivent s'appliquer à l'ensemble des nations combattantes, et une puissance occupante n'a que des devoirs à l'égard de la population du territoire qu'elle occupe, et le premier de ces devoirs est d'assurer le bien-être de cette population en termes d'accès à la nourriture et aux soins. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Israël s'est émancipé de ces obligations-là dans la bande de Gaza depuis 20 mois. Oui, vous avez donc passé 1 mois à l'intérieur de ce qu'Israël a appelé la zone humanitaire. De quoi sont faites les journées pour les Gazaouis qui vivent là ? C'est le plus grand défi de la femme, de l'homme ou de l'enfant à Gaza, c'est comment cette journée va se dérouler. Parce que d'abord, il faut comprendre qu'on est dans l'incertitude totale. On vit dans la vulnérabilité d'une tente qui n'est pas un abri. Il suffit qu'il y ait une frappe proche et les flammes peuvent très vite l'atteindre. Et puis, on est contraint par la quête permanente de l'eau et de la nourriture. Et la nourriture, le monde entier en est assez courant. On est peut-être moins conscient du défi de l'eau. Il n'y a à Gaza que très peu d'eau potable et à peine plus d'eau pour laver, maintenir un minimum d'hygiène. Et puis il y a les attentes interminables d'un arrêt des combats, l'espoir toujours déçu d'une trêve. Et j'ai eu la chance de vivre les premiers jours de la trêve du 19 janvier, où là, soudain, la vie revenait, l'espoir renaissait, et on avait des masses humaines, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Palestiniens qui allaient à pied replanter leurs tentes sur les ruines de ce qui était leur maison. Mais même cet espoir-là, il a été brisé par Israël le 2 mars avec le rétablissement d'un blocus hermétique, l'arrêt de l'aide humanitaire. Et si celle-ci est fournie chichement au compte-gouttes depuis quelques jours, c'est dans des conditions qui ne respectent pas le minimum de dignité des populations concernées. Oui. Dans cette zone humanitaire, que vous disent les Gazaouis ? Vous parlez arabe, donc vous avez un contact et un dialogue direct avec eux. Que vous disent les Gazaouis que vous rencontrez durant ces quelques semaines ? C'est comme si le présent n'existait pas, parce que le temps est suspendu dans cette quête perpétuelle d'eau, de nourriture, d'un minimum de protection qui n'est jamais atteint. Donc on idéalise le passé, on parle des jours heureux, alors que j'ai connu quand même quelques guerres dévastatrices à Gaza, et puis on se projette dans un avenir presque miraculeux, et donc on insiste, on me fait promettre, jurer que je reviendrai, et que là on pourra vraiment me recevoir, pas sous une tente, mais dans sa maison, dans son foyer. Oui. Revenir, c'est une obsession. Vous voulez revenir. Moi, je veux bien sûr revenir à Gaza. Mais... Et ce qui explique aussi qu'après 32 jours et 33 nuits sur place, vous quittez. Et je vous ai entendu dire que vous avez ressenti un sentiment de honte en partant. Oui, parce que, heureusement, si j'ose dire, pour moi, c'était la trêve. Donc il y avait une petite brèche qui s'était ouverte dans cette horreur quotidienne pour la population, mais je savais que je laissais derrière moi cette humanité abandonnée, ces femmes et ces hommes qui m'avaient ouvert leur cœur, ouvert non pas leur maison, mais souvent leur tente, et eh bien, il restait derrière moi. Moi, je pouvais sortir la tête haute, je pouvais sortir sans crainte pour les miens, pour mes biens, et que ce droit élémentaire que tout être humain doit préserver, eh bien, il leur est dénié.
Oui. Vous écrivez encore, c'est presque la conclusion, ce qui se passe à Gaza avait, a et aura une valeur universelle. Gaza s'est effondré sur les normes du droit international. Ça veut donc dire qu'il y a bien une leçon à tirer de cette guerre. Oui, il faut avoir très peur de ce que Gaza est devenu, très peur pour les femmes, les hommes, les enfants qui sont livrés à une telle horreur, mais aussi très peur pour notre monde, parce que si quelque part, pendant 20 mois, on a pu infliger en toute impunité de tels traitements, et ben pourquoi pas ailleurs? Et on voit bien que Vladimir Poutine en Ukraine se sert dès maintenant du précédent de Gaza pour justifier ses propres atrocités et ses propres crimes de guerre. Et on voit à Gaza non pas une dystopie, ça existe, un monde sans règles, un monde sans Nations Unies, un monde sans droit, un monde livré aux charognards, aux mercenaires, à l'intelligence artificielle et à ceux qui tuent sur la base d'une simple reconnaissance faciale. Et ce monde-là, il a déjà une réalité à Gaza et il faut que le monde entier en soit conscient pour mettre fin à une telle horreur. Merci Jean-Pierre Filgu d'être venu ce matin. Un historien à Gaza, c'est publié aux éditions Les Arènes. Merci. Merci.